C'est beaucoup moins que ça, nous dit Jean Messia. Oui, vous avez passé hier des chiffres sous forme de tableau, là je vais les retrouver, mais il me semblait que c'était les exécutions d'OQTF étaient beaucoup moins nombreuses que les chiffres que nous venons d'entendre, mais peu importe, elles sont de toute façon assez dérisoires par rapport aux OQTF prononcés. Mais je voudrais revenir à ce que disait tout à l'heure madame, c'est que vous me dites... On va regarder les chiffres justement pendant que vous parlez. Alors voilà, vous voyez, c'est pas 40 000. C'est beaucoup moins, même en 2019. 2021, 3500 prononcés. Voilà, 2019 étant d'ailleurs une des années records d'OQTF exécutés, puisque vous voyez qu'en 2021, on revient à des étiages beaucoup plus modestes. Mais quand je dis qu'effectivement l'idéologie dominante protège effectivement l'étranger, le type qui a été arrêté à Lyon après l'agression des policiers à la guillotière, 18 mentions, 18 condamnations à son casier judiciaire. C'est-à-dire que le type est passé 18 fois devant la justice. Et à aucun moment, la justice n'a pensé à le mettre hors d'état de nuire. Si ça, c'est pas de la protection, je ne sais pas ce que c'est. D'accord ? Oui, c'est pas la loi, vous voyez. Quand vous avez un immigré clandestin qui menace... C'est pas la loi, c'est pas parce qu'il est étranger qu'il Attendez, quand vous avez... C'est pas parce qu'il est étranger, c'est ce que j'essaie, c'est autre chose. Vous voyez, c'est un problème d'exécution des peines. La justice... d'origine étrangère. Non. La justice est globalement laxiste, mais elle l'est beaucoup plus avec ceux qu'elle considère comme ses vaches sacrées, victimaires, c'est-à-dire la délinquance et la criminalité d'origine étrangère. Quand vous avez à Montpellier un immigré clandestin qui menace des policiers avec une machette parce qu'il veut les tuer, et qu'il est appréhendé, et qu'il est déféré devant la justice, et qu'il est libéré après un rappel à la loi, qu'est-ce que c'est sinon de la protection ? Parce que si ça avait été quelqu'un comme vous et moi, Dieu préserve, à mon avis, ça n'aurait pas été un rappel à la loi. Moi, je peux vous le garantir. Non, mais ce qui est incroyable, si vous voulez, c'est qu'on a entendu le docteur nous expliquer qu'il mettait des barricades autour de l'hôpital, des barricades de protection. Mais alors, je ne comprends pas, parce que ça fait 40 ans qu'on nous explique que les frontières ne servent à rien. Donc là, en l'occurrence, ils se protègent en montant des barricades. Donc en fait, qu'est-ce qui arrive ? Quand on démantèle les frontières d'un pays, vous rétablissez des frontières à l'intérieur du pays. On le voit d'ailleurs autour de la Tour Eiffel, autour des institutions, etc. Ça, c'est le premier point. Oui, mais là, vous partez du principe que les agresseurs, ça peut être des Français de toute origine. D'accord, je suis d'accord avec vous, mais en tout cas, en proportion, je ne sais pas si vous avez déjà mis... Je ne sais pas si vous avez déjà mis les pieds dans un service d'urgence. Oui. Eh bien, je peux vous dire que si vous ne voyez pas la population majoritaire qui compose les services d'urgence, c'est que vous pratiquez une cécité militante. Parce que je vais vous dire que... Attendez, je ne dis pas que toutes les agressions proviennent de populations d'origine étrangère ou étrangère, mais une grande partie d'entre elles proviennent de ces populations-là. Le docteur le dit lui-même, il y a plusieurs années, plusieurs dizaines d'années... Ça venait des étrangers. Non, mais attendez, il a dit que c'était beaucoup plus fréquent et beaucoup plus nombreux. Donc, en fait, aucun métier recevant du public en France n'est épargné par l'ensauvagement. Je termine en disant que les progressistes, entre guillemets, nous expliquent depuis des années que, en fait, certaines populations s'en prennent aux forces de l'ordre, parce que vous comprenez, c'est de la provocation. Mais en réalité, après, c'est les pompiers, c'est les infirmiers, c'est les médecins. En fait, toutes les catégories qui sont au contact du public, le public ayant changé en 50 ans, eh bien, on se retrouve avec la crête de la vague d'ensauvagement qui touche des métiers qu'elle ne touchait pas il y a encore quelques dizaines d'années. Très rapidement, oui. Jean Messia, parce qu'après on va aborder un autre sujet. Bonjour professeur, je suis heureux de vous retrouver. J'ai écouté toutes vos prises de position pendant la crise du Covid, qui étaient des positions sages et équilibrées. Je voulais juste connaître, en fait, parce que vous avez une expérience hospitalière assez longue et assez solide, et vous avez dû croiser, effectivement, au cours de votre carrière, et notamment à l'hôpital Lariboisière, des milliers et des milliers de personnes. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu le profil des agresseurs du personnel hospitalier, parce que je suppose que, alors c'est pas une question de profil type, mais enfin vous avez dit que les agressions ont augmenté ces dernières années, leur fréquence a également augmenté et peut-être leur intensité. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel est le profil global que vous constatez de ces agresseurs de personnel hospitalier ?
Alors, comme je l'ai dit, c'est difficile de donner un schéma type. Je crois que... C'est un sujet. Jean Messia, pour conclure, il nous reste 50 secondes avant la fin de cette première partie. C'est un sujet qui mérite d'être posé en tout état de cause. Les arguments en faveur sont tout aussi convaincants que les arguments contre. Je pense que la seule manière de trancher ce sujet de la légalisation, ça serait de faire un référendum pour demander aux Français ce qu'ils veulent faire. Sur la table, mais les agressions de médecins, si vous voulez, on est toujours sur le thème de l'ensauvagement et de l'insécurité. Parce qu'il n'y a pas de raison, si vous voulez, que les médecins, dans une société qui est de plus en plus violente, soient épargnés. D'ailleurs, on l'a vu et on l'a dit, tous les corps de métier, en fait, sont touchés par cette insécurité et cet ensauvagement endémique. Tout le monde, je dis bien tout le monde, sait de quoi il en retourne sur le terrain. Tout le monde sait quels sont les profils majoritaires qui sont impliqués dans les actes de délinquance et d'insécurité du quotidien. Et tout le monde se la ferme. Personne n'ose dire le réel. Et lorsque vous avez le malheur de le dire, vous devenez un martyr du progressisme. Voilà ce qui se passe. Et donc, moi, je dis que la solution, elle est très simple. Elle est très simple. Parce que je dirais que ce n'est pas, encore une fois, une problématique de moyens. L'État français n'a pas les moyens de résoudre l'insécurité mondiale. L'État français, il peut résoudre l'insécurité quand elle est nationale, pas plus. Donc si vous quadruplez le nombre de flics, quintuplez le nombre de magistrats, décuplez le nombre de places de prison, mais que vous ne fermez pas le robinet par lequel arrive l'alimentation principale de l'ensauvagement et de l'insécurité en France, ça ne sert strictement à rien. Qu'on s'en sortira, et je laisse les bonimenteurs nous expliquer que c'est que la faute de l'immigration. Jean Messia, plus de mixité au fond dans ces quartiers, en mélangeant les catégories socio-professionnelles, ça pourrait être une solution pour empêcher ce type de ghettoisation de certains quartiers ? Si c'était une solution, les gens qui sont au pouvoir emménageraient immédiatement dans ces quartiers pour donner l'exemple de la mixité. Or, ils ne le font jamais. Ils laissent ça au petit peuple qui, lui, est sommé de se mélanger et sommé, en quelque sorte, de vivre une mixité qu'ils se refusent à eux-mêmes. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, je n'ai absolument pas prétendu, comme certains bonimenteurs l'affirment sur ce plateau, que c'était l'immigration qui était responsable de l'ensemble de nos malheurs. D'abord, l'immigration. C'est votre journée à le dire, monsieur le Président. L'immigration, pas du tout. L'immigration n'est pas un phénomène monolithique. Je prends toujours la précaution de dire certaines immigrations. Je ne crois pas que, par exemple, les chrétiens d'Orient, ou l'immigration asiatique, ou les pieds noirs, ou les juifs du Maghreb, etc., ça ne pose pas de problème. On sait tous que parmi ces immigrations, y compris l'immigration maghrébine et l'immigration subsaharienne, il y a des tas de gens formidables qui se sont intégrés, qui ont fait l'effort de s'assimiler, qui travaillent, qui payent leurs impôts. Il n'y a aucun sujet là-dessus. Je dis juste qu'en fait, l'État, de par son laxisme et parce qu'il ne tombe pas avec une main de fer sur la composante assez importante dans ces immigrations qui fout le bordel, eh bien c'est l'État, de par son laxisme, qui jette l'amalgame sur l'ensemble des immigrations. Parce que quand l'État mettra hors d'état de nuire ces éléments dans ces immigrations qui pourrissent la guillotière et qui pourrissent des tas de quartiers en France, à ce moment-là, nous pourrons entamer un vivre ensemble tranquille. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Et la troisième chose que je voulais dire, c'est que vous pouvez toujours fustiger les solutions simples. En attendant, le bordel auquel on assiste en France, c'est le résultat des politiques compliquées, puisque vous fustigez la simplicité, les politiques compliquées que l'on mène depuis tant d'années. S'il faut des années, des mois, des années, voire des décennies pour comprendre que des immigrés qui arrivent de manière clandestine ou même qui arrivent de manière légale et qu'ils se permettent de commettre des actes de délinquance ou de criminalité sur notre territoire doivent être virés manu militari à l'instant où leur identité est connue, où ils sont appréhendés, évidemment que là, on est responsable d'une certaine façon de la situation dans laquelle on est. Mais cette situation ne tombe pas du ciel. Elle est encore une fois le résultat de politiques voulues, assumées, d'une immigration massive, délirante et d'un laxisme judiciaire qui maintenant commence à être dénoncé, mais maintenant seulement, après des années d'inaction. Alors, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, mais vous avez commencé par, me semble-t-il, une erreur conceptuelle, oui, c'est ça, analytique. C'est-à-dire que vous refusez de rapprocher ce qui se passe à la guillotière. Voilà. Mais non, mais attendez, là, le sujet de l'agression des médecins,
ça fait partie, c'est partie intégrante de l'ensauvagement de la société qui n'épargne plus aucun corps de métier. On pourrait faire la même chose des avocats, des notaires, etc. Tous les corps, exactement. Les journalistes. Il y a une vague. Bah, attendez, le journaliste, il y a un journaliste qui est mort là. À Lyon, dans le 3e arrondissement, on en dira un mot. Exactement. Donc vous voyez bien. Vous avez une approche, mais c'est pas nouveau. Non, je vous dis. Passion d'ailleurs, mais je vous dis juste. Des années, c'est la même. Un seul axe d'interprétation. Mais parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je ne suis pas de ceux qui disent que certaines immigrations ont créé des problèmes. On avait tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, on les avait il y a 50 ans. Par contre, effectivement, l'immigration sauvage, incontrôlée, qui n'est pas assimilée, qui n'est pas intégrée, qui n'est pas sanctionnée, aggrave tous nos problèmes. Voilà. Et je posais la question à Monsieur Fauvert tout à l'heure, parce que moi je ne suis pas policier, j'ai le plus grand respect pour votre trajectoire dans la police, vous avez été un policier de terrain, c'est dommage que vous ne partagiez pas votre expérience en nous disant quelle est la majorité des profils que vous avez pu appréhender, appréhender au cours de votre carrière. Parce que moi, attendez, juste, j'interroge beaucoup de vos collègues qui sont encore en activité, et je peux vous assurer que quand c'est en dehors des plateaux et en dehors des lumières, il s'épanche très facilement. Il s'épanche très facilement sur la majorité des profils qu'ils appréhendent aujourd'hui. Jean Messia. Non, vous faisiez référence au Rassemblement national, on le sait notamment. Oui, pour la France. Non, mais d'abord, pour moi, l'européanité, c'est évidemment d'abord l'adhésion à des valeurs, l'adhésion à des mœurs, l'adhésion à une culture, bien sûr. Ça, c'est une première chose. Donc, je me désolidarise complètement et je critique violemment l'utilisation du moras. N'empêche que lorsque vous vous assimilez à une identité ou à une culture, il faut que ça soit la culture et l'identité d'un peuple majoritaire. Donc, il faut que celui-ci reste majoritaire. Par contre, cela n'exclut pas, bien sûr, une immigration homéopathique, comme d'ailleurs on faisait en France dans les années 60 et 70. Homéopathique, oui. Vous n'avez jamais dit celle-là. Homéopathique, parce qu'en fait, non, mais je suis pour une raison simple, c'est qu'on intègre, on assimile des individus. Vous progressez, Monsieur le Président. On assimile des individus, on n'assimile pas des peuples. Vous comprenez? On assimile des individus, on n'assimile pas des peuples. Donc si vous avez une immigration massive, incontrôlée, effectivement, vous changez le peuple, vous le remplacez en quelque sorte. Il y a un processus de remplacement. Et donc, évidemment, l'identité du peuple majoritaire va changer. C'est ce que d'ailleurs rappelait Engels en disant qu'à partir d'un certain nombre, la quantité devient qualité. Dernièrement sur le grand Viktor Orban, il n'est pas du tout question justement de cette assimilation. Justement, c'est pour ça que moi, le mot race me dérange. En revanche, je me permets simplement de préciser que tous les gauchos progressistes qui ne pipent mot quand il s'agit de parler de racisé, qui parlez-vous quand il s'agit de parler de racisé et d'ateliers racisés interdits à je sais pas qui et à je sais pas quelle race, les mêmes qui aujourd'hui, d'accord, beuglent comme des vachettes bicolores, n'ont rien dit quand il s'agit de raciser. D'accord. Jean Messia. C'est-à-dire que Viktor Orban, il a quand même, faut-il le rappeler, été réélu 4 fois consécutivement, probablement qu'il ne brigue pas un 5e mandat, et il ne fait qu'exprimer finalement, pas dans ses propos outranciers, pour le moins scandaleux avec l'usage de moras, etc., mais le peuple hongrois est dans une approche très identitaire. Alors, indépendamment de ces propos, il faut quand même rappeler que en Hongrie, ils n'ont pas tous les problèmes que nous avons en France. En Hongrie, il n'y a pas eu d'attaque terroriste. En Hongrie, quand vous vous baladez à Budapest, que vous soyez un homme ou une femme, vous n'êtes pas agressé, vous n'êtes pas harcelé. C'est un pays qui est très sûr, etc. Donc on ne peut pas juger, si vous voulez, même si, encore une fois, je condamne fermement la prise de parole de Orban. Mais d'accord, mais c'est un conseiller, mais les membres du gouvernement sont toujours là, il ne faut pas non plus, exagérer. Mais encore une fois, je m'inscris totalement en faux contre cette approche, si vous voulez, pour le moins racialiste de l'identité. L'identité, c'est un corpus culturel, ce sont des us, des coutumes, des valeurs, une histoire, un mode de vie, davantage qu'une race, évidemment. Moi, j'en ai marre, si vous voulez, de ces donneurs de leçons qui donnent des leçons à des peuples. Viktor Orban, indépendamment de ses dernières déclarations sulfureuses, il est quand même là par la volonté de son peuple, par la démocratie, ce qui n'est pas le cas, parce qu'à ce moment-là, si on critique l'élection, on pourrait critiquer l'élection d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube dès à présent en cliquant en bas sur le pouce.